Bonjour, bon week-end, bienvenue sur France 3 Normandie. Nous sommes en direct pendant plus de 3/4 d'heure et avons décidé de vous proposer ce midi une émission consacrée à un des points chauds de ces élections législatives, à savoir la circonscription sans doute la plus surveillée de l'Hexagone, la 6e du Calvados. C'est là qu'a choisi de se présenter, vous le savez, la première ministre Elisabeth Borne. On va faire un peu de géographie pour commencer. C'est une circonscription qui s'étend sur une longueur de plus de 90 km entre Saint-Sever à l'ouest et Bourguébu à l'est. Elle compte plus de 128 000 habitants répartis dans 186 communes. Quelques indications sur le rapport de force politique. Au second tour de la présidentielle, vous le voyez, Emmanuel Macron avait assez nettement devancé Marine Le Pen avec plus de 56% des suffrages. Nous avons donc décidé de faire un focus sur cette circonscription, encore une fois, très observée. Avec nous sur ce plateau, Jean-Philippe Roy, candidat pour le Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Linda Lahalle, vous défendrez les couleurs des Républicains. Bonjour. Bonjour. Noé Gauchard pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonjour. Bonjour. Valérie Dupont pour Reconquête. Bonjour. Et tout à l'heure, nous rejoindra sur ce plateau Pascal Georget pour le parti Lutte ouvrière. On découvre les 6 autres candidats de cette circonscription par ordre alphabétique. Bruno Bataille pour le Parti animaliste, Elisabeth Borne, Ensemble LREM, Mickaël Guettier, Debout la France, Anne-Lise Mbello pour les Radicaux de gauche, François Ormin pour Liberté et Territoire et Djema Saad pour Écologie au centre. Nous avions invité la Première ministre à participer à cette émission débat, mais nous le regrettons officiellement, son agenda ne lui a pas permis d'être présente sur ce plateau. Elle s'en est expliquée, écoutez-la. J'ai eu une proposition de France 3 qui me mangeait, si je peux dire, une bonne partie du temps que je peux passer dans ma circonscription. Moi, je préfère aller à la rencontre des Françaises et des Français, des élus, des chefs d'entreprise. Si on trouve un autre format, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas Elisabeth Borne qui décline cette invitation, car son agenda ne lui permet pas, en réfléchissant à un autre format. Votre réaction, Linda Lahalle, pour commencer. Alors, juste une petite précision, je me permets de prendre la parole, c'est de dire que, pour compléter la présentation, que je suis conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire depuis 7 ans dans l'équipe d'Hervé Morin, que je me présente sous la bannière Normandie conquérante, union de la droite et du centre, je suis les centristes. Juste avant de... Voilà, c'était une précision importante, et que je suis référente pour la Suisse normande, qui est dans la circonscription depuis près de 7 ans aussi, et donc bien implantée dans la circonscription. Votre réponse à ce que vient de dire Elisabeth Borne. Écoutez, la réponse, c'est le constat, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. À quoi sert une Premier ministre et un ministre dans une circonscription quand l'État se désengage des territoires ? Le fait qu'elle ne soit pas là ce matin montre déjà ce que sera ensuite si elle est élue. Alors, on avait souhaité effectivement organiser ce débat, ça n'a pas été possible pour des questions d'emploi du temps. Noé Gauchard, votre réaction, votre commentaire ? Oui, moi je regrette aujourd'hui l'absence de cette première ministre qui a joué un peu au oui et au non par rapport au fait de venir débattre, et je trouve ça assez irrespectueux, non seulement envers ceux qui organisent les débats, envers nous, ses adversaires politiques qui aurions aimé débattre de son bilan puisqu'elle en a un, et envers aussi les électeurs qui regardent cette émission et qui aimeraient connaître les propositions de Madame Borne. Alors je pense que ça trahit quelque chose quand même sur le fait qu'elle n'assume pas son bilan est critiquable, et que donc elle ne veut pas venir en débattre parce qu'elle n'assume pas les propositions qu'elle fait pour le territoire et pour la France en général. Alors, elle n'est pas là pour vous répondre, mais elle écoute, j'imagine, cette émission. Valérie Dupont. Moi, je vois encore une fois qu'elle est très méprisante vis-à-vis de ses habitants, et j'ai entendu qu'elle parlait déjà de ma circonscription. Donc là, elle se dit « je suis déjà élue ». Et on termine notre tour de table avec Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement national. Oui, je constate que la candidate d'Emmanuel Macron ne souhaite pas débattre. Elle a quand même pourtant un bilan à défendre. La démocratie, c'est comme l'échange des idées. Et je vais lui passer un petit message. Je vais lui dire qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Donc, comme elle ne s'est pas présentée. Mais pour ma part, j'ai quitté le plateau parce que Mme Borne n'étant pas présente, je ne vois pas pourquoi débattre de... Mais cela dit, vous pouvez très bien saisir cette opportunité que l'on vous offre pour donner vos priorités pour cette circonscription. Que faites-vous pour le quotidien des habitants, les questions qui se posent en termes de santé, de pouvoir d'achat, de transport? Je suis comme elle sur le terrain en permanence, et les idées, on les apporte sur le terrain. Donc Mme Borne ne veut pas échanger sur les idées nationales, même sur la circonscription.
Donc moi, je vais sur le terrain comme elle, et je vais les débattre sur le terrain avec les habitants. Mais c'est pas parce que, excusez-moi, il manque un candidat sur c'est quand même un débat qu'on peut principale opposante. Qu'on peut pas développer ces propositions. C'est quand même la principale opposante au Rassemblement national. Madame Borne ne veut pas débattre avec nous. Elle présente elle vient de. Pour moi, c'est une candidature malhonnête. C'est un parachutage. Elle ne connaît pas la circonscription. Elle s'en défend. Hein. Elle s'en défend. Elle dit qu'elle est normande, vous le savez très bien. Oui, non, ça c'est faux, archi faux, là. Mais Normandou, de Livaro, sa famille de Livaro, elle défend une circonscription qui est la 6e, où il n'a pas de famille, pas d'ancrage. Pas dans la 6e, Pas dans la 6e. Celle d'à côté à Livaro, effectivement. Bien sûr, il fallait prendre Livaro. Mon père a été maire de Livaro. Il fallait prendre la circonscription de Livaro. Où sa famille donc, a tenu une pharmacie. Voilà. Donc, vous restez avec nous? Je vais quitter le plateau, je vais comme Mme Borne aller sur le terrain et à la rencontre des habitants pour défendre mon programme. Ce qui est très dommage, effectivement, c'est que les deux partis majoritaires en France fassent la politique de la chaise vide. Mais pas du tout. Moi, je me suis déplacé pour vous rencontrer. Cette émission qui avait pour but simplement d'éclairer les candidats également sur les enjeux. Bien sûr, je me suis déplacé vis-à-vis de vous, des électeurs et des autres candidats. Madame Borne ne souhaite pas débattre. À ce moment-là, moi aussi, je vais être sur le terrain et débattre avec les habitants. Et je retrouverai Madame Borne sûrement au 2e tour, si elle veut bien débattre. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est entendu. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Roy. On a bien compris que vous ne souhaitiez pas rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va la dérouler comme c'est prévu, bien avec sûr. Le conducteur qui a été prévu. On va parler santé, on va parler pouvoir d'achat, on va parler emploi, on va parler désenclavement. Ça aurait été très intéressant de vous entendre sur ces sujets. Vous ne le souhaitez pas, dont acte. Et on vous suivra certainement une prochaine fois sur le terrain. Elisabeth Borne, qui depuis 3 semaines, elle, fait campagne dans cette circonscription du Calvados. Elle était hier à Vire où elle a reçu le soutien d'un autre Premier ministre en la personne d'Édouard Philippe. Voyez ce reportage de Simon Derrien et Leïla Arvor. Dans les rues de Vire, c'est tout sourire que se sont affichés Elisabeth Borne, la Première ministre désormais candidate, et Édouard Philippe, maire du Havre et président du parti Horizon. Madame la Première ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le maire du Havre. À la rencontre des commerçants et des riverains pour tenter de convaincre les derniers indécis. L'occasion aussi pour le binôme de réaffirmer l'unité derrière Emmanuel Macron. Dans le précédent quinquennat, on a mené beaucoup de réformes, de combats en fait en commun. Et là, vous voyez, on est côte à côte et on se bat pour donner une majorité au président de la République. Mais plus qu'un déplacement préélectoral, c'est une visite symbolique, presque un passage de témoin. Si vous aviez un conseil à lui donner, ce serait quoi? J'ai pas du tout de conseil à donner à Elisabeth Borne. Au-delà de l'amitié et de l'estime que je lui porte, c'est surtout de la bienveillance, parce que je sais que la tâche n'est pas facile. Mais je suis absolument certain qu'elle est parfaitement armée et très bien placée pour très bien réussir dans cette mission. À une semaine du premier tour et pour le 3e week-end d'affilée, Elisabeth Borne a joué le jeu de la campagne de terrain. Elle sera de retour dans sa circonscription une dernière fois avant le scrutin, mercredi prochain, pour une réunion publique. Merci beaucoup. Voilà, Elisabeth Borne qui arpente le terrain depuis 3 semaines pour gagner cette élection dans une circonscription qui lui est très favorable sur le papier. Hein. Je rappelle au passage qu'Alain Touré avait obtenu plus de 68% des voix face au candidat du Rassemblement national qui nous a quittés il y a quelques instants, Jean-Philippe Roy. Ça, c'était en 2017. Affronter une première ministre, ça change la donne, mais pardon, est-ce que les électeurs ne vont pas tout simplement se dire dans l'isoloir, c'est un atout d'avoir quelqu'un comme Elisabeth Borne qui défend notre territoire? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire ça? Noé Gauchard. Non, je pense pas, parce qu'en fait, ce serait une fausse idée, parce qu'elle ne va pas siéger. Elisabeth Borne, si jamais elle est élue, c'est son suppléant qui va prendre le relais, et son suppléant sera un député comme un autre. Donc il n'y a aucun intérêt à faire élire une Premier ministre, si ce n'est pour avoir une députée qui est absente de la circonscription. Elle dit ma circonscription, mais je pense qu'elle a découvert les communes de cette circonscription il y a à peine 1 mois et demi. Donc c'est pas sérieux de venir se présenter quand on est Première ministre, quand on a des choses à gérer, quand on ne vient pas débattre ni de son bilan, ni de ses propositions, et quand ensuite on sait qu'on ne va pas siéger, qu'on va laisser une autre personne
personne le faire à sa place. Donc non, je pense que les gens ne s'y trompent pas, et quand on discute avec eux sur les marchés, sur le terrain, les gens nous disent qu'ils ne sont pas dupes de cette position-là, qu'elle ne siégera pas et qu'elle n'apportera rien de concret à la circonscription, puisqu'elle n'y habitera pas et puisqu'elle ne s'y déplacera pas pendant son mandat. C'est tout le débat. Hein. Sera-t-elle présente dans la circonscription ? Elle dit que oui, et qu'elle sera à l'écoute des habitants, qu'elle tiendra d'ailleurs des permanences s'il le faut pour recevoir les doléances de ces habitants de cette 6e du Calvados. Comment concilier un poste à la tête du gouvernement ? C'est une vraie question. Et assumer un travail de terrain. Écoutez, elle s'en est expliquée. Alors vous savez que le Calvados, c'est le berceau de ma famille. Par exemple, mon grand-père a été pendant de nombreuses années maire de Livaro. Et j'ai beaucoup d'attaches en fait dans ce département. Du coup, quand Alain Touré, qui représente le Calvados depuis 15 ans à l'Assemblée nationale, m'a proposé de prendre sa succession, je n'ai pas hésité une minute, parce que c'est vraiment un département qui me tient à cœur et que j'ai vraiment à cœur de pouvoir m'investir pour améliorer le quotidien des habitants de cette 6e circonscription du Calvados. Voilà, c'est ce qu'on disait. Elle veut s'investir dans cette circonscription. Pourquoi on ne la croirait pas, Valérie Dupont ? Non, mais une question de Candide. Je ne comprends pas. Comment peut-on dire des choses pareilles ? Madame Borne n'est absolument pas du Calvados, parce qu'il y a juste son grand-père qui était à Livaro. Et elle se dit « Ah oui, je connais très bien, et c'est uniquement ses souvenirs de famille. Moi, ça fait 60 ans que je suis en Normandie, je connais le terrain aussi bien de la 6e, de la 5e, etc. Donc là, il y a un gros problème. Ensuite... C'est-à-dire, il y a d'autres élus par le passé, ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui en 1989 découvre Cherbourg, il fait tout un parcours, il défend sa ville, il défend sa circonscription, il devient Premier ministre, et il a toujours une notoriété, quand on le voit se déplacer dans cette circonscription, dans le Nord-Cotentin, il est très apprécié. Oui, non mais moi je vous parle finalement de la succession là, de Madame Borne, monsieur Touré, qui était là pendant 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait sur la ruralité? Moi, je lui pose la question. Rien du tout. On a perdu 15 ans alors qu'il y a tellement de choses à faire dans la ruralité, hein, pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour tout ce qui s'ensuit, qui soit finalement autour de ce sujet. Donc là, il y a un gros problème et il faut vraiment qu'elle appuie sur la ruralité. On est dans une campagne nationale, je le disais au début de l'émission, tous les projecteurs, toute la presse nationale, voire internationale, est braquée sur cette circonscription de Vire. On a découvert des communes comme Villers-Bocage, Évrossy, je dis ça à l'autre bout de la France, hein, Évrossy, Villers-Bocage, Bourg-Guébu. On est dans une confrontation nationale, vous le ressentez? Est-ce qu'on vote justement pour une élue ou un élu qui va représenter cette circonscription, ou est-ce qu'on vote pour ou contre une première ministre? Linda Lahalle. Alors moi déjà, je serai une députée qui portera la voix des territoires à l'Assemblée nationale et non pas qui portera la voix du gouvernement dans sa circonscription. Ça, c'est important de noter. Je voulais rebondir tout à l'heure sur l'aspect Premier ministre. C'est que, en fait, si un Premier ministre apportait quelque chose sur un territoire, ça serait. Édouard Philippe a été Premier ministre pendant 3 ans. Il n'a rien apporté à la Normandie, tant au niveau de l'enseignement supérieur que des transports. Et puis, on a l'impression que les Premiers ministres découvrent d'un seul coup cette circonscription. C'est incroyable. Voilà, ils arrivent... Vous dites les Premiers ministres, vous parlez d'Édouard Philippe qui vient. En fait, cette circonscription attire les Premiers ministres. On a Édouard Philippe qui y vient. On n'a jamais eu autant de Premiers ministres qui sont venus sur cette circonscription en si peu de temps. Et ce qui m'amuse... Parce qu'il y a un enjeu national, on comprend bien. Ce qui m'amuse aussi, ce qui m'amuse aussi, c'est qu'en fait, on pourrait presque avoir l'agenda de Madame Borne, puisqu'elle y est tellement peu souvent. C'est-à-dire qu'elle n'y est que le week-end. Elle fait campagne le week-end seulement. Et là, vous dites mercredi prochain. Nous, on est sur le territoire tout le temps. On est là. On est sur cette circonscription. On fait campagne tous les jours. Et donc, c'est 3 petits tours et puis s'en va, Madame Borne, en fait. Hein, je vais poser une question, en fait, tout à fait pratique, à mon sens. C'est qu'est-ce que vous feriez mieux qu'elle si vous êtes élu député dans cette circonscription? Parce que nous, on la connaît. C'est notre présence sur notre proximité. Moi, je suis élue régionale. Vous parlez d'une élue régionale de l'équipe d'Hervé Morin, qui est en proximité sur le territoire, qui a porté des projets sur le territoire depuis 7 ans, qui a fait aboutir ces projets. C'est parce que je suis ancrée dans la circonscription, je vais faire mieux qu'elle. Elle n'est pas là. Et elle ne va pas siéger en plus, puisque c'est son suppléant qui va siéger. Vous parlez d'elle, mais elle a dit qu'elle ne siégerait pas. Elle est le faire élire d'un suppléant. Alors, la campagne dans cette circonscription du Calvados... Et je le disais sous les feux des projecteurs, sous les objectifs des caméras, hein. Elisabeth Borne qui découvre le terrain, les marchés, ou encore
Ce vide-grenier, c'était il y a quelques jours à Thury-Harcourt-le-Haume. On va voir cette séquence et je vais vous laisser la parole dans un instant, Noé Gauchard, parce que ça vous concerne. Regardez. On est ici. Hein. Bah oui, moi aussi, vous voyez. Ça tombe bien. Moi aussi. Vous prenez le temps de saluer le charmant bambin quand même. Pardon? Vous prenez le temps de saluer le charmant bambin de 20 ans quand même. De qui vous parlez? Ah, de moi, c'est ce qui a été dit par vos conseillers sur ma candidature. Non, je crois pas que vous. Ah, pas vous directement, mais en tout cas votre équipe, c'est ça qui est ressorti dans la presse. On va essayer de faire ça gentiment, calmement. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. Vous en voulez un? Vos collègues m'ont déjà donné. Alors, je vous donne le mien. Ah, on l'a déjà eu le hier. prends. Je le prends. On l'a déjà eu hier, malheureusement. C'est de la provocation, ça, Noé Gauchard? Non, c'est pas de la provocation. C'est-à-dire qu'effectivement, son équipe a dit qu'ils étaient confiants sur la victoire puisque la Nouvelle Union Populaire avait envoyé un charmant bambin de 20 ans contre Elisabeth Borne. Je pense que ça témoigne du mépris qu'il y a eu pendant 5 ans au pouvoir et qui va rester pendant 5 ans au pouvoir si on ne fait rien. Et là, voilà, on sent qu'elle ne maîtrise pas sa campagne, elle n'est pas du tout au courant de ça, alors que tout le monde autour sait très bien de quoi on parle. Et puis, voilà, elle a eu beaucoup de contestations sur les marchés, notamment sur ce premier vide-grenier à Thury-Harcourt. Et à chaque fois, sa réaction était de dire on va faire ça gentiment, calmement, comme si tout le monde autour d'elle était complètement agressif. C'est un peu la technique Macron de dire que quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est pas parce qu'on a des idées qui s'opposent, c'est pas parce qu'on a un projet qui diffère, c'est parce qu'on n'a pas compris ou alors on est agressif. C'est pas comme ça que fonctionne la politique de façon générale et encore moins une campagne au niveau local. On comprend qu'il y a un enjeu national parce que si elle est battue, elle devra démissionner de son poste de Première ministre. Enjeu national avec des meetings et des déplacements des adversaires politiques qui s'enchaînent. Jean-Luc Mélenchon est attendu la semaine prochaine à Caen pour un meeting. Je vais vous reposer la question, comme je l'ai posée à Linda Lahl et à Valérie Dupont. En quoi vous feriez un meilleur député qu'Elisabeth Borne ou son suppléant Freddy Certain? Je vais répondre à peu près la même chose. Je ferai un meilleur député parce que je connais mieux le terrain, je connais mieux la circonscription. J'y ai grandi, donc les propositions sont adaptées. Mais je dis aussi que je ferai un meilleur député parce que notre programme est meilleur que celui que propose Emmanuel Macron. C'est aussi une question de proposition, de programme et de ce qu'on va appliquer sur le terrain. Et en ça, on est évidemment bien meilleur que ce qu'a pu faire Emmanuel Macron pendant les 5 dernières années. Et ça, je pense que tout le monde est au courant et tout le monde a pu le constater. Alors, ce qui est certain, on va revenir au local, c'est que la France entière a découvert Vire et cette 6e circonscription du Calvados, un peu plus de 128 000 habitants, avec une partie plutôt proche de Caen. Et puis, on a Vire-Normandie, un bassin de 17 000 habitants. Là, on est à 60 km de Caen. On est en plein bocage. Vire-Normandie, une ville où il fait bon vivre. On a posé la question aux habitants, justement. Écoutez. Pourquoi on vit à Vire? Au départ, c'était professionnellement. Et maintenant, parce que la ville est agréable. Ouais, est très dynamique. On a ce qu'il faut. On a la poste, on a tout ce qui est administratif. Non, c'est bien. Au niveau activité festive, il y a quand même pas mal de choses. Et c'est une ville agréable. Ça fait des années que j'habite ici. J'aime beaucoup Vire, je connais tout le monde. Et voilà, il y a des commerces quand même. Des commerçants sympas, il y a des nouveaux commerces aussi. Surtout des atouts extérieurs de Vire, comme le lac de la Datée, le parcours de forêt en Saint-Sever, beaucoup d'atouts autour de Vire. Beaucoup d'atouts autour de Vire, Normandie on dit maintenant, avec le lac de la Datée et autres. C'est la ville principale de cette circonscription. On a une moyenne d'âge, on va faire un peu de pédagogie, qui est un peu plus élevée que la moyenne nationale. On est à 42 ans au lieu de 41 ans dans l'ensemble du pays. Comment attirer les jeunes dans cette partie du Calvados qui, encore une fois, reste, il faut bien le dire, si on caricature un peu loin de tout. Linda Lahl. Un peu loin de tout, c'est le problème du désenclavement, effectivement, des territoires. C'est comment on fait en sorte d'avoir des liaisons qui sont plus rapides pour accéder à Vire. C'est l'accessibilité des transports aussi. Donc, c'est le désenclavement, c'est bien évidemment la liaison Caen-Flers et ce contournement de Thury-Harcourt et de Condor-Normandie qui va être réalisé. La région Normandie, notamment, a bien investi dans ce sujet-là. Et puis aussi la liaison, la 84, Vire. On va en reparler tout à l'heure, effectivement, de ces problèmes de transport dans la circonscription. Mais sur les jeunes, comment les faire? On voit, il n'y a pas grand-chose, mais la moyenne d'âge est quand même un peu plus élevée que dans le reste du pays. Noé Gauchard, qu'est-ce qu'on leur dit?
il faut développer la formation, il faut développer les écoles là-bas, parce que c'est comme ça aussi que des villes se revitalisent, c'est comme ça qu'elles se régénèrent, et donc cette attractivité-là, elle se fera non seulement par l'accessibilité et les transports, et notamment le train, mais aussi par les écoles et la formation qui est développée là-bas, parce que si on manque parfois de main-d'œuvre, c'est aussi qu'on n'a pas la formation spécialisée. Donc nous, on propose d'investir notamment dans les écoles primaires, secondaires, parce qu'il faut redévelopper cette formation de départ, et il faut arrêter ces espèces de groupes scolaires qui sont éloignés de tout. Les parents doivent faire du transport pour amener leurs enfants à l'école, mais il faut aussi développer de la formation professionnelle et de la formation spécialisée qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de se former aux métiers qui recrutent dans le secteur. Alors cette circonscription... Moi, j'aimerais bien un petit peu intervenir, surtout sur le vide-grenier de Madame Borne. Est-ce qu'elle sait... On va pas revenir au début de l'émission. Hein. Non, mais là, bon, comme monsieur a parlé sur le vide-grenier, je pense que Madame Borne ne sait absolument pas que les gens viennent sur un vide-grenier pour se faire de l'argent. Parce que quand on voit le pouvoir d'achat, pour se faire de l'argent. Les gens se font de l'argent, vendent ce qu'ils ont dans leur grenier, d'accord. Okay. Et donc, ils devraient se rendre compte que les gens qui sont sur ce terrain, eh bien, c'est quand même 2 €, 3 € par là, parce que les gens sont à 3 € près. Et on arrive au pouvoir d'achat. Alors, on va continuer, si vous voulez bien, à découvrir... Non, mais je voulais venir parce qu'elle ne se rend pas compte que, voilà, un vide-grenier, c'est ça. Vous lui apportez. À découvrir cette circonscription, elle s'étend sur 1500 km², 186 communes au total, je le disais. Elle est toute en longueur, avec une partie bordée par l'autoroute A84, avec des communes comme Villers-Bocage et Bourguebulle, je le disais. Et puis, on a une partie nord-est qui se trouve à proximité de l'agglomération caennaise. Et c'est l'avantage, mais ça peut aussi être l'inconvénient. On est à moins de 10 km. Écoutez, cette question posée par un habitant. Moi, la question que je voudrais poser aux candidats, qu'est-ce qu'on fait à la ville de Vire pour ne pas être étouffé comme une ville comme Caen, par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'on fait à Vire pour ne pas être étouffé comme Caen? C'est une question d'équilibre des territoires, équilibre entre ville et campagne. Quand on n'a pas le travail, les transports en commun, les loisirs comme à Caen, qu'est-ce qu'on fait justement pour développer Vire? Justement, moi je pense que la priorité, c'est cette relance des services publics. On voyait dans le reportage précédent les gens qui disaient que la ville était agréable parce qu'il y avait la poste, parce qu'il y avait les services administratifs. Et c'est ça qui fait vivre une ville, c'est les commerces, mais c'est aussi ce que l'État propose pour que la ville elle soit vivante, pour qu'on puisse avoir accès à des services publics de proximité et de qualité. C'est pareil pour l'hôpital de Vire, dont je pense qu'on reparlera tout à l'heure. C'est la même chose pour la poste, effectivement, les services administratifs. Aujourd'hui, il faut plus de 6 mois pour refaire sa carte d'identité quand on veut la faire dans une des communes de la circonscription. C'est impossible. Donc il faut avoir cette relance faite par l'État des services publics de proximité qui accompagnent au quotidien les gens dans leur vie dans la commune et qui permettent de relancer aussi ensuite la culture, le tourisme, etc. et qui permettent de la faire vivre économiquement. Ah oui, il y a les dons européens, malgré tout, qui aident toutes les petites communes pour justement implanter des sociétés et justement pour faire valoir. Alors la question que posait cet habitant, c'est comment équilibrer les chances entre les différentes villes. On est vraiment sur la partie, je ne sais pas si on peut le revoir, mais sur la partie nord-est, très très proche de Caen. On n'est pas dans l'agglomération caennaise, on est vraiment en bordure, on est à une quinzaine de kilomètres de Caen. Les gens travaillent dans l'agglomération caennaise, mais vont plutôt habiter. D'ailleurs, on le voit avec la démographie, habiter en périphérie, du côté d'Evrecy par exemple. Linda Lahalle, qu'est-ce qu'on fait pour que ces communes, ces cités ne soient pas uniquement des communes dortoirs ? Alors, je crois que quand on connaît bien la circonscription, ce ne sont pas des communes dortoirs. Quand on va à Évrecy, on va sur le sud de Caen, il y a quand même des activités culturelles, des activités qui sont liées au tourisme. Et donc, ce serait quand même une petite insulte à ces secteurs-là que de dire que ce sont uniquement des communes dortoirs. Il y a un certain nombre de lotissements qui se sont développés parce que... Oui, parce qu'effectivement, les gens habitent en périphérie par choix. Je pense que demain, on habitait par contrainte parce que c'était trop cher. Je pense qu'aujourd'hui, on habitera aussi par choix pour avoir une qualité de vie, parce qu'on a une vraie qualité de vie dans ces secteurs-là. La ruralité, c'est aussi une qualité de vie, et ça, c'est important. C'est développer la mobilité. Je pense que pour les jeunes, pour les habitants, c'est développer différents modes de mobilité. Ça peut être la mobilité douce, mais ça, tout le monde n'y a pas forcément accès. Aujourd'hui, je crois qu'il y a... Alors peut-être que vous allez revenir après, mais il y a quand même 90% des habitants de la circonscription qui se déplacent en voiture, parce qu'effectivement, quand on est en zone rurale, prendre un transport en commun, quand on a 2 enfants et
qu'il faut emmener les enfants à l'école, puis ensuite aux activités, concrètement, en tant que maman, je l'ai vécu à une époque, c'est compliqué. Donc, c'est développer tous ces modes de transport et l'accès aussi... faire attention au pouvoir d'achat, le carburant. Le carburant est extrêmement cher. Donc, on va sans doute y revenir après. On va en parler, effectivement. Mais on va voir un chiffre qui est celui du taux de chômage dans cette 6e circonscription du Calvados et autour de Vire-Normandie. Il était au dernier trimestre 2021 de 6,1%, on le voit. C'est 2 points de moins que sur l'ensemble du pays et on est à 7% en Normandie. Autant dire qu'il y a du travail. Exemple avec quelques fleurons de l'industrie régionale qui sont bien connus. La Normandise, leader français de la nourriture pour chiens et chats, 770 employés, 60 000 mètres carrés de bâtiments, plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut imaginer qu'il y a 30 ans, cette entreprise qui débutait avait commencé avec 10 salariés. Il y a du travail, mais on manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on revient sur la même question que j'expliquais tout à l'heure, qui est celle de la formation d'un côté et de l'attractivité de ces villes pour les plus jeunes, parce que il faut que les gens aient les formations adaptées pour pouvoir remplir les conditions de ces métiers-là, et puis il faut qu'ils aient envie de s'installer dans des communes comme Vire, qui sont parfois, vous le disiez tout à l'heure, des communes qui sont vieillissantes. Et pour ça, il faut relancer leur attractivité, et donc soit leur accessibilité via le transport pour leur permettre s'ils habitent à Vire, de ne pas être enclavés, de pouvoir avoir une vie sociale ailleurs, en dehors, dans le département, et puis aussi avoir des services de proximité et puis avoir des animations, des activités, des choses qui sont relancées aussi par un investissement de l'État dans ces services-là, par exemple le service culturel. Et ça, en tant que député, on est aussi les représentants de l'État, on vote les lois. Parce que c'est vraiment un casse-tête apparemment pour ces chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver. Je me suis amusé hier soir à regarder la page de l'entreprise Guy Degraine. Il y a une multitude, une dizaine de postes à pourvoir. On ne trouve pas de candidats. Qu'est-ce qu'on fait, Linda Lahalle ? Est-ce qu'on offre, par exemple, est-ce que c'est la solution ? Et là, pour le coup, ça relèverait d'une politique nationale. Est-ce qu'on offre de meilleurs salaires ? Est-ce qu'on offre la possibilité aux gens de gagner mieux en allant travailler ? Et comment ? Alors, par la force des choses, quand il y a des difficultés, des tensions de recrutement sur un territoire, les salaires, en général... suivent normalement, Mais déjà formé, la formation en alternance, c'est une bonne, on parlait de formation tout à l'heure, c'est une bonne solution pour attirer les jeunes. Si des jeunes, vous leur proposez des formations sur les territoires, on le fait en ouvrant des CFAI sur les territoires, des formations en alternance. C'est déjà, vous maintenez les jeunes sur les territoires. Quand ils sont formés sur un territoire, en plus qu'ils travaillent en alternance dans une entreprise, il y a de fortes chances qu'ils restent chez vous. C'est après, effectivement, l'offre de services, l'offre de santé, c'est de rendre le territoire attractif pour qu'ils aient envie d'y aller. Et effectivement, le désenclavement aussi, puisque quand vous habitez à un endroit, il faut que vous puissiez aller consommer de l'offre culturelle, avoir des services aussi facilement, aller à Caen ou dans d'autres structures, c'est les enclavements routiers. On va poursuivre ce débat et on va évoquer les autres thèmes que vous avez commencé à citer, pouvoir d'achat, transport notamment, qui sont très importants dans cette circonscription du Calvados, celle de Vire-Évrecy. Vous le savez, la première ministre Elisabeth Borne a décidé d'être candidate. On l'a largement évoqué au début de cette émission. Et on va y revenir sur ces enjeux dans cette circonscription. Voilà, Elisabeth Borne qui est candidate donc, dans cette circonscription du Calvados. Tout à l'heure, on a vécu un mini coup de théâtre avec Jean-Philippe Roy, le candidat du Rassemblement national qui nous a quittés, prétextant qu'il ne voulait pas débattre si Elisabeth Borne n'était pas présente. Donc il est parti de ce plateau, on lui a bien expliqué que si il le souhaitait, il pouvait passer un message à ses électeurs et citer les priorités. Il ne l'a pas souhaité et donc il a, entre guillemets, claqué la porte du studio. On peut peut-être revoir, je ne sais pas si on a encore la séquence.
Je vais quitter le plateau, je vais avec Mme Borne aller sur le terrain et à la rencontre des habitants pour défendre mon programme. Ce qui est très dommage, effectivement, c'est que les deux partis majoritaires en France fassent la politique de la chaise vide. Mais pas du tout. Moi, je me suis déplacé pour vous rencontrer. Je me suis déplacé qui avait pour but simplement d'éclairer les candidats également sur les enjeux. Bien sûr, je me suis déplacé vis-à-vis de vous, des électeurs et des autres candidats. Mme Borne ne souhaite pas débattre. À ce moment-là, moi aussi, je vais être sur le terrain et débattre avec les habitants. Et je retrouverai Mme Borne sûrement au deuxième tour, si elle veut bien débattre. Très bien. Voilà. Écoutez, c'est entendu. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Roy. On a bien compris que vous ne souhaitiez pas rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va la dérouler comme c'est prévu, bien avec sûr. Le conducteur qui a été prévu. Voilà, c'était en direct et nous sommes toujours en direct sur France 3 Normandie pour ce coup de projecteur sur cette 6e circonscription du Calvados où est candidate Elisabeth Borne, la Première ministre. Nous a rejoint sur ce plateau Pascale Georget, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de Lutte ouvrière. Je vous laisse la parole dans un instant. On va voir un chiffre pour commencer. 10% de la population, soit près de 13 000 personnes, vivent dans ce secteur en dessous du seuil de pauvreté. 10%, c'est moins que la moyenne nationale qui, elle, se situe à un peu plus de 14%. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le niveau de vie des habitants, redonner du pouvoir d'achat aux ménages ? On va écouter, puis je vous laisse la parole dans un instant, mais ce que disait justement hier Elisabeth Borne sur le terrain. Notre priorité, c'est de répondre aux attentes des Français sur le pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que le premier texte de loi qu'on veut faire examiner par la nouvelle Assemblée, c'est un projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat qui concerne les retraités, qui concerne les indépendants, qui concerne les jeunes. C'est évidemment la prolongation des boucliers tarifaires sur l'énergie. Et quand on a entendu ce matin les commerçants qu'on a rencontrés, je pense que c'est des sujets qui les préoccupent. Donc c'est protéger les Français face à un moment qui est compliqué et puis aussi porter des réformes dont le pays a besoin. Voilà, porter des réformes, des projets de loi, une loi même sur le pouvoir d'achat qui passerait par la reconduction du bouclier tarifaire sur l'énergie et qui permettrait de prolonger la réduction de 18 centimes. La réduction de 18 centimes sur les carburants. Des carburants qui ont passé, vous l'avez remarqué, la barre des 2 euros, même 2,10 € encore cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Pascale Georget, on vient de vous accueillir sur ce plateau. Qu'est-ce que vous proposez justement pour le pouvoir d'achat et pour ces prix des carburants qui flambent ? Écoutez, moi je crois que vous avez annoncé la couleur. 18 centimes, c'est rien du tout, quoi. C'est quand même un petit peu une manière de se foutre... excusez-moi, de notre gueule, quoi, en fait, en gros. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, effectivement, c'est des salaires qui sont décents. Et comme vous dites, aujourd'hui, il y a de la pauvreté dans la circonscription, mais c'est lié aussi au fait que les salaires, ils sont trop bas, qu'il n'y a pas assez d'emplois, qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on fait son compte, à moins de 2 000 € dans la poche... on ne peut pas vivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre le SMIC à 2 000 € Oui, moi je pense qu'effectivement, le SMIC, mais pas que le SMIC, y compris les retraites, y compris les allocations, tous ceux qui effectivement ont le droit de vivre décemment. Donc combien ça va coûter ? Moi je pense qu'effectivement, c'est au patronat de payer. Aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a 160 milliards de bénéfices qui ont été accumulés dans la poche des entreprises du CAC 40. Cet argent doit servir effectivement à augmenter les salaires. J'aimerais qu'on revienne un instant justement sur le prix de l'essence parce qu'effectivement, ça continue de grimper. On l'a vu cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Valérie Dupont, il y a plusieurs possibilités, réduire les taxes, ramener la TVA à 5,5, plafonner les prix des carburants à 1,40 €, 1,50 €, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Déjà, il faut absolument augmenter les salaires. Là, on ne peut pas rester à ce niveau-là. Quand je vois que pour faire 750 km, je mets 90 € dans ma voiture, là, il y a vraiment un gros problème. Donc là, je discutais avec une fleuriste à Villers-Bocage qui me disait, écoutez, maintenant, je ne peux plus faire les transports tellement le carburant est cher. Donc là, il y a vraiment un gros problème par rapport à tout ça. Et puis l'État se met finalement en avant une remise de 0,15 €, alors que finalement les taxes pourraient finalement être environ à 60% du prix, soit 1,20 €. Voilà. Noël Gauchard. Oui, alors là, ce qui est proposé par Elisabeth Borne, c'est quand même scandaleux. C'est-à-dire que c'est toujours le petit coup de pouce au dernier moment, alors qu'ils ont quand même eu les manettes de l'État pendant 5 ans et qu'ils n'ont rien fait sur la question du pouvoir d'achat. Nous, on propose effectivement des mesures d'urgence. Même si la flambée des prix des carburants
Elle date pas d'il y a 5 ans. Hein. Non, elle date pas d'il y a 5 ans, mais elle date quand même d'il y a un moment. Le carburant était quand même cher avant cette période électorale. Et c'est toujours au moment des périodes électorales qu'on a les mesures électoralistes qui vont avec. Donc nous, on propose effectivement un plan d'urgence qui est le SMIC à au moins 1 500 €, avec un minimum pour les retraites, avec une allocation pour les étudiants. Voilà, ce sont des mesures d'urgence, mais il y a aussi une nécessité structurelle de faire augmenter les salaires dans toutes les branches et en les imposant. C'est-à-dire qu'à un moment, l'État doit prendre ses responsabilités et ne plus inciter les entreprises à... L'État doit dire aux entreprises, ce n'est plus possible de vivre avec ce genre de salaire. Et sur la question des carburants, puisque vous posiez la question, on propose le blocage des prix, non seulement sur les carburants, mais aussi sur tous les produits de première nécessité, parce qu'il n'y a pas que les carburants qui sont chers aujourd'hui et qui nuisent au pouvoir d'achat. Et ce blocage des prix sera compensé sur les profits aujourd'hui, parce que Total continue d'investir en Russie, qui est quand même un pays qui fait la guerre à l'Ukraine et fait des bénéfices sur le dos. Alors, on a parlé des carburants, on a parlé de la voiture, on va parler des transports, justement. C'est important, hein, c'est une priorité dans cette circonscription qui s'étend, je le disais, sur plus de 90 km. Et on n'a pas vraiment d'autre choix que d'utiliser sa voiture. Comment se déplacer autrement? Écoutez cette question d'un habitant. La question que j'aimerais poser est... Pourquoi les Vire est aussi loin des autres grandes villes et pourquoi c'est difficile d'y aller en bus ou en train? Pourquoi c'est difficile d'aller ailleurs qu'à Vire si on n'a pas de voiture? Il faut quand même savoir que M. Morin a carrément arrêté toutes les petites lignes. Ça, c'est quand même très important déjà. Et en plus, si on mettait des petites navettes dans les villages, je pense que les gens pourraient un petit peu s'adapter à ce genre de transport. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je pense qu'aussi les bus ne correspondent pas finalement aux horaires des étudiants. Donc tout ça, c'est à revoir. Est-ce que ça, c'est du pouvoir d'un député que vous pourriez devenir là, dans quelques semaines, dans quelques jours, il y a le département de changer les choses? Est-ce que c'est dans les compétences d'un élu à l'Assemblée nationale de pouvoir dire moi, je rouvre les petites lignes, moi, je mets du réseau de bus, moi, je mets des voitures électriques en service Bien sûr, il faut savoir que c'est la loi quand même qui délègue ensuite les compétences aux collectivités territoriales, donc c'est possible de changer ça. Il faut savoir que celle quand même qui a orchestré la fermeture des petites lignes, c'était Madame Elisabeth Borne en tant que ministre des Transports. Et donc là-dessus, il y a des possibilités, notamment la ligne Caen-Flers en train qui passe par Thury-Harcourt par exemple. Je discutais avec une habitante de Thury-Harcourt qui me disait qu'elle n'avait pas de voiture et donc elle ne pouvait pas aller travailler à Caen. Et quand je lui ai expliqué qu'il y avait une ligne de train et qu'on pouvait la réouvrir et que c'était faisable, d'un seul coup, ça a changé sa manière de voir le fait d'habiter à Thury-Harcourt. Donc il y a des possibilités et bien sûr qu'un député peut agir pour ça. On voit la carte, regardez, de cette circonscription, et on va vite comprendre en regardant de près ce qui se passe. Il y a une autoroute A84 en rouge qui longe la circonscription et une ligne ferroviaire, le Paris-Granville en noir. À côté de ça, c'est un peu le désert. On n'a pas de grands axes et on voit en beige les routes nationales qui ne traversent pas d'ailleurs le territoire. On a plutôt des routes départementales ici et là dans la circonscription. Qu'est-ce qu'on fait? Développer ou remettre en service les petites lignes? Linda Lahalle, comme le propose Zoé Gauchard? Il faut être réaliste. La ligne Caen-Flers, ce serait entre 80 millions et 100 millions d'euros de remise en place de cette ligne et on ne compte pas après le fonctionnement. Donc c'est un coût pour le contribuable qui est quand même assez lourd pour une incidence qui n'est pas forcément mesurée et qui ne sera pas forcément efficace. Créer de nouveaux impôts, c'est peut-être pas, quand on parle de pouvoir d'achat et éroder, c'est peut-être pas la solution. Il y a d'autres solutions pour le transport. Et d'ailleurs, moi, je suis déléguée à l'économie sociale et solidaire. Je vois beaucoup d'inventivité sur les territoires, notamment quand il n'y a pas de ligne. Alors, la région, quand même, a remis en place des lignes il n'y a pas forcément des lignes de train, mais aussi de bus. Caen-Flers, c'est 2 allers-retours en plus par jour. C'est le covoiturage. Enfin, vous avez aussi des moyens il faut aussi développer le covoiturage, les voitures partagées. Mais il faut savoir que de toute façon, à un moment donné, on ne peut utiliser que sa voiture parce que c'est la réalité de la vie. On ne travaille pas forcément à l'endroit où on consomme, où on a des loisirs, où les enfants vont étudier. Et juste, je me permets juste de terminer parce que je n'ai pas pu intervenir tout à l'heure sur les solutions. Le pouvoir d'achat, c'est quand même de maintenir, c'est de réduire le train de vie de l'État en réduisant les taxes pour quand même maintenir un prix de carburant inférieur à 1,50 €.
Pascal Georget, vous vouliez intervenir. On va équilibrer le temps de parole. Allez-y. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est sûr que, d'abord, moi, je pense qu'effectivement, il faut développer les transports collectifs, les petites lignes, peut-être aussi des cars, etc. Et je pense que même si ça coûte cher, comme vous le dites, un service public, il n'a pas à être rentable. Je veux dire, de l'argent, il y en a. Et on peut tout à fait, vous évoquez, je ne sais plus combien de millions pour remettre en place, mais si on construit des autoroutes, ça coûtera tout aussi cher. Enfin bon, moi je crois que de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa voiture. Alors le covoiturage ou autre, mais je pense que ce qui pèse quand même lourdement aujourd'hui sur le budget, c'est le prix de l'essence. Alors quand vous nous dites qu'il faut effectivement supprimer les taxes à TVA, moi, je pense que de toute façon, ce sera toujours de l'argent manque à gagner pour l'État. C'est aussi notre argent. On a parlé de transport, on a parlé d'emploi, on a parlé de désenclavement. Quand on regarde les priorités des Français, on trouve le pouvoir d'achat, évidemment, on l'a évoqué, mais aussi la santé. À ce jour, en Normandie, on a un médecin pour un bassin de population de 1500 habitants. On est à 1100, 1200 au niveau national. Donc on manque de médecins dans notre région. Comment se soigner alors que près d'un tiers des praticiens ont passé l'âge de 60 ans. Dans certains secteurs, c'est plus criant qu'ailleurs. On va en parler, mais écoutez ces réactions recueillies cette semaine dans cette circonscription du Calvados. Entre la clinique et l'hôpital, je pense que c'est bien. On est bien soigné, sauf qu'il y a des problèmes. Les spécialistes qui arrivent à l'âge de la retraite, il n'y a pas de remplaçants, c'est tout ça qui pose des problèmes. Je vais vous prendre un exemple. Pour se faire soigner des varices, il me faut 1 an de délai et il faut faire appel à un chirurgien de Saint-Lô. Mais le délai est de 1 an. C'est surtout ce qui fait peur, c'est la nuit éventuellement, Les urgences. Au niveau des urgences qui vont fermer. Il manque de dentistes, de généralistes aussi, et puis il faut attendre des rendez-vous des semaines et des mois, voilà. Moi, la question que j'ai envie de poser au candidat, c'est comment fait-on pour avoir des spécialistes dentistes, médecins, pour avoir... parce que moi, j'ai ma compagne qui est arrivée sur Vire-Normandie, et impossible de trouver un médecin. Impossible de trouver un médecin. C'est un témoignage qui revient de manière récurrente, pas seulement sur cette circonscription, mais sur l'ensemble de la région. On est à plus de 10 000 personnes dans le seul département du Calvados qui n'ont pas de médecin traitant. Qu'est-ce qu'on fait? On entendait ces témoignages. Qu'est-ce que vous proposez, Linda Lahalle? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors déjà, c'est d'être beaucoup plus incitatif dans l'installation des médecins. C'est de faire en sorte que quand un médecin sort de formation, qu'il s'installe en zone rurale. Et pour cela, d'être plus contraignant, voilà. Et ensuite, de développer l'exercice les exercices dans les pôles de santé de médecine pluridisciplinaire, parce qu'on sait qu'un médecin aujourd'hui ne va plus donner autant de temps qu'avant dans l'exercice médical, et qui donc, les pôles de santé permettent d'avoir un accès à la santé plus important de nos concitoyens. C'est la formation, c'est développer les formations aussi en Normandie. On parlait des dentistes. Avoir une formation dentaire en Normandie permettrait effectivement d'avoir des dentistes en Normandie. Est-ce que la téléconsultation, on voit quelques images justement qui a tendance à se développer en milieu rural. On a même mis des postes de télémédecine dans des officines, dans des pharmacies dans le département de l'Orne. Est-ce que la téléconsultation, c'est la solution? Ça peut être une des solutions, Noé Gauchard? Non, c'est pas la solution majeure, parce qu'on déshumanise encore une fois toutes ces professions. Je vais essayer d'être rapide, mais sur les déserts médicaux, il y a plusieurs choses. Il y a renforcer l'hôpital public. L'hôpital de Vire, il a perdu 154 lits depuis 2008. C'est impensable quand on sait que la clinique gagne en importance et que le suppléant de Madame Borne est quand même directeur de la clinique. Ça laisse à désirer pour la situation de l'hôpital public après. C'est effectivement favoriser l'installation des médecins et la reprise des cabinets des médecins de campagne qui s'en vont. Et puis c'est aussi renforcer la formation en médecine en supprimant le numerus clausus et en essayant de faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants en médecine qui aillent s'installer ensuite dans ces zones rurales. Mais la téléconsultation, c'est une déshumanisation, c'est augmenter la fracture numérique pour tous ces gens qui ne peuvent pas y avoir accès. Donc c'est pas du tout une solution. La solution, c'est d'investir massivement dans la médecine publique. Et puis c'est peut-être pas non plus la même qualité de soins et d'examen de consultation. Donc Valérie Dupont, est-ce qu'il faut salarier les médecins? Déjà, je voulais un petit peu réagir là-dessus. Par exemple, les internes, ils n'ont pas le droit de remplacer les généralistes, alors que finalement, ils pourraient très bien ça donnait quand même beaucoup plus valoriser tout ce terme de médecin. Mais en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce que je vous dis, bon, déjà, si les internes peuvent être quand même pris, ce serait quand même une très bonne chose. Le médecin salarié, c'est une solution?
Les médecins salariés, oui, il faut motiver absolument les médecins. Complètement, salariés. Oui. Ah oui, non, tout à fait. Et comment on fait venir, justement? Comment c'est ça le problème, parce qu'on est en train de faire venir... Comment on séduit ces médecins? On a tout essayé. Il n'y a plus de médecins. On a offert des logements, on a offert du travail pour la compagne, on a offert une place de crèche, et ça ne marche pas. Mais il n'y a plus de médecins, donc on est obligé de les faire venir de l'étranger. Voilà ce qu'il arrive. Ou alors réintégrer déjà les 15 000 personnes soignants qu'on a renvoyés. À ce sujet, le président Macron a dit cette semaine qu'il n'y était pas favorable. Oui. Ce n'était pas d'actualité, réintégrer les personnels qui ne sont pas vaccinés. C'est scandaleux. Votre avis sur ce point-là? Oui, nous on propose la réintégration des personnels qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui. Ça représente, je le dis ça simplement pour faire un peu de pédagogie, ça représente, quand on regarde les chiffres, 0,6%. Oui, c'est pour ça que je ne dis pas que c'est la solution pour relancer l'hôpital public. C'est pour ça qu'on propose beaucoup d'autres mesures. 15 000 postes en France. Je pense qu'effectivement, il faut réintégrer tous ceux qui ont été suspendus de leur activité, mais il faut surtout aussi embaucher. Embaucher de nouvelles infirmières, brancardiers, enfin tout le personnel hospitalier aujourd'hui qui manque. Y compris les médecins, mais je pense qu'il faut en former beaucoup plus. Et pourquoi pas effectivement faire appel à des médecins étrangers s'ils veulent venir travailler en France. Moi, ça me choque pas du tout. On manque de généralistes. De nombreuses familles sont sans médecin traitant. On manque également de spécialistes. Certains services hospitaliers sont en difficulté parce qu'on ferme des lits. Mais pas forcément parce qu'on manque d'argent, mais parce qu'on manque de personnel. On n'arrive pas à recruter. Il y a des abandons, il y a des démissions. Sur l'hôpital de Vire, cet hiver, vous l'avez certainement remarqué comme moi, il y a une aide de 3 millions d'euros qui était accordée pour lui permettre de combler une partie des 12 millions d'euros de déficit. Est-ce que demain, cet hôpital est en danger, Lina Lahalle? Et que ferez-vous si vous êtes élu député? Alors, est-ce que demain, cet hôpital est en danger? C'est déjà maintenir les services, les spécialités, les médecins spécialistes dans cet hôpital. Donc ça, c'est très important. Demain, pour maintenir cet hôpital, il faut absolument faire en sorte qu'il y ait des médecins. Et c'est ça la priorité, c'est de faire en sorte que des médecins viennent s'installer à Vire, une fois formés, viennent s'installer à Vire pour y exercer leur spécialité. Il est là l'enjeu. On pourra faire n'importe quoi pour faire sauver cet hôpital. Il faut avoir des médecins. Et ça, c'est être incitatif dans l'installation des médecins, c'est avoir des formations et c'est être incitatif dans l'installation des médecins. Noé Gauchard, que proposez-vous? J'ai entendu que vous vouliez rouvrir la maternité, vous. Oui, bien sûr, parce que tous ces services... Elle est fermée depuis 2013, ça fait presque 10 ans. Depuis 2013, parfaitement. Et il faut réouvrir tous ces services-là parce qu'on arrive à un tel désengagement de l'État et une fermeture des services publics qui est en train de mettre en danger de façon vitale la population, c'est-à-dire des femmes qui doivent accoucher et qui sont obligées d'aller à Saint-Lô ou à Flers et qui doivent faire de la route, elles se mettent en danger. C'est la même chose pour les urgences fermées la nuit, c'est la même chose pour tous ces services qui ferment. Et donc bien sûr qu'on doit la réouvrir et bien sûr qu'on doit réinvestir massivement dans tous ces hôpitaux de proximité, stopper les groupements hospitaliers qui permettent de délocaliser les services. Il faut investir dans l'hôpital de qualité et de proximité. Valérie Dupont, sur cette proposition de Noé Gauchard, rouvrir une maternité fermée depuis près de 10 ans. Oui, non, mais ça, j'abonde dans le sens de monsieur. Là, techniquement, c'est possible? Encore faut-il avoir les médecins. Tout est possible, tout est possible. Parce que, autant qu'on se souvienne, simplement pour faire un peu de pédagogie, là encore, la maternité, elle a fermé parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas les spécialistes. Donc, 10 ans après, pour quelles raisons et comment feriez-vous pour faire venir des spécialistes qu'on n'a pas réussi à recruter il y a 10 ans? Il faut motiver les gens, c'est tout. Il faut les motiver financièrement. Là, vous serez sûr d'avoir des gens compétents et qui viendront donc à Vire et ainsi que... Est-ce qu'il faut les contraindre? Est-ce qu'il faut non, pas de contrainte. Menacer en fait d'une manière ou d'une autre Non. Il ne faut pas les contraindre. Non, ils viendront d'eux-mêmes. Si vous les motivez financièrement, il n'y aura pas de problème. Et au-delà de motiver financièrement, permettre de travailler dans des bonnes qualités aussi. Parce que c'est pour ça qu'on ne trouve plus les spécialistes. Quand on a une maternité qui ne tourne plus, qui est en dégradation permanente parce qu'il y a une idéologie, il y a une volonté de détruire le service public. Donc forcément qu'on n'a pas envie de venir travailler dans des conditions qui sont déplorables. Donc il faut aussi permettre les qualités d'un bon travail. Et là, ça attirera beaucoup plus, bien sûr. Alors... Allez-y, juste un mot, termine. Sur ce sujet, rapidement sur la santé. La fermeture des lits en évoquant le manque de personnel, je trouve que c'est quand même un petit peu grossier, parce que ça fait des années, effectivement, qu'on pratique cette politique qui consiste à concevoir l'hôpital comme étant effectivement rentable. Et moi, je pense qu'un service public, il n'a pas à être rentable. Il doit être au service de la population. Eh bien, le message sera entendu. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Ça va relativement vite. Vous voyez que vous me disiez en 30 secondes,
Quelle sera votre priorité si demain vous êtes élu député de cette circonscription du Calvados? Valérie Dupont. Écoutez, moi, mon point, c'est la ruralité, comme je vous ai dit en début d'émission, parce que finalement, elle était beaucoup trop longtemps méprisée par, ne serait-ce monsieur le député sortant. Donc, il y aurait l'élevage, il y aura donc, tout ce qui retourne aussi de la ruralité, mais sociale. Là, c'est très important. Ensuite, il y a le domaine équin, et puis tout ce qui décline. Voilà, ce sera vraiment ma priorité. C'est entendu. On continue notre tour de table. Même question. Si vous êtes élu demain député de cette circonscription, Linda Lahalle, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je l'ai dit, c'est de porter la voix des territoires et de porter les projets des territoires à l'Assemblée nationale. Je conclurai en disant ne vous laissez pas voler cette élection par les extrêmes et par les sondages. Votez pour l'authenticité et des élus, une élue qui est engagée régionalement, qui a fait ses preuves et qui portera et qui fera rayonner la Normandie à Paris. Noé Gauchard, même question. Demain, vous êtes élu député de la 6e du Calvados. Votre première décision, c'est laquelle? Il y a eu beaucoup de propositions ici. Le premier dossier que vous défendriez. Bien sûr, il y a eu beaucoup de propositions ici. Je rappelle juste que nous sommes les seuls à avoir des propositions qui sont crédibles, puisque nous sommes les seuls à aspirer à avoir la majorité à l'Assemblée nationale et donc à pouvoir appliquer concrètement ces propositions. Tous les autres seraient dans l'opposition et donc ne permettraient pas d'avoir ce programme et ces lois appliquées. Et donc à ce moment-là, nous, vu que nous aspirons à avoir la majorité, avec cette majorité, mon premier combat sera une grande loi de réinvestissement massif dans le service public de qualité partout à travers le territoire pour garantir l'égalité républicaine entre les différents territoires de France. Et une idée peut-être au niveau local, la maternité, vous l'avez cité, mais... La maternité, la réouverture de la ligne Canflair, l'investissement dans l'école, dans les universités, l'ouverture de collèges, de lycées en partenariat avec les collectivités. Il y a plein de choses à faire dans le service public. Pascal Georget, pour terminer. Oui, alors bon, moi, je profite de ces élections, effectivement, pour faire entendre le camp des travailleurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, effectivement, pour l'ensemble du monde du travail, c'est l'augmentation, effectivement, des salaires, des retraites et des allocations. Il faudra imposer, effectivement, ces mesures au patronat qui, lui, accumule des richesses. Mais il faut aussi répartir le travail entre tous. Il faut organiser la société en fonction des besoins de la population et pas en fonction du profit. Et justement, dans ces élections, moi, je porte aussi ce projet d'une société plus juste, d'une société nouvelle. Voilà. On suivra ça. On suivra le dénouement de ces élections législatives et sur cette 6e circonscription du Calvados. Vous êtes 11 candidats. On n'a plus de temps, je suis vraiment désolé. Il nous reste moins d'une minute. Vous êtes 11 candidats sur la ligne de départ de cette élection, de ces élections législatives sur cette circonscription. On fait le point dans le détail, justement. Non, on n'a pas... Les candidats à la 6e circonscription du Calvados pour ces élections législatives 2022 sont Bruno Bataille, parti animaliste. Elisabeth Borne, LREM Renaissance. Valérie Dupont, Reconquête. Noé Gauchard, LFI, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Pascal Georget, Lutte ouvrière. Michael Guettier, Debout la France. Linda Lahalle, Union de la droite et du centre, Normandie conquérante. Anne-Lise Mbello, Radicaux de gauche. François Ormin, Liberté et territoire. Jean-Philippe Roy, Rassemblement national. Djema Saad, Écologie au centre. Voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Émission réalisée en direct sur France 3 Normandie et que vous pouvez revoir en flashant le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Nous continuerons toute cette semaine à évoquer ces élections législatives avec notamment une émission spéciale sur les enjeux en Normandie. Ne manquez pas, c'est vendredi à 9h50. Voilà. Bon week-end sur A3 et à très vite.